Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien mangé. Je suis ici pour vous présenter Lucas et Léo. Et avant de commencer, je les ai demandé un fait intéressant, un peu personnel, tout ça. Ils m'ont dit qu'ils sont vraiment sportifs. Donc, tout le monde. Non, Léo va se lever demain matin pour commencer un cours à Tremblant à 6 h le matin. Mais il va quand même assister à la réception. Donc, je trouve ça, c'est tellement hardcore. Et puis, Lucas, il est vraiment accro de vélo. Et même en hiver, il prend le Bixi au travail et promène partout en Bixi. Moi, j'avais l'abonnement Bixi, puis j'ai oublié de l'annuler. Pendant tout l'hiver, j'ai payé pour ça. J'ai jamais pris une fois parce que je trouve que c'est trop tough en hiver. Mais oui, c'est ça. Lucas, à chaque jour, se promène en vélo. Donc, c'est ça. Locomotive, c'est comme leur marque. C'est vraiment, je pense, en anglais, c'est comme un train. C'est toujours en motion. Je trouve aussi, et leur présentation aussi, c'est motion et intention. Donc, je pense que vous avez, vous deux, vraiment cette idée de motion. Et à vous deux. Merci. Allez-y. Merci, bonjour à tous. On va vous parler donc de motion et d'intention. Donc, à quel point le motion peut être un élément essentiel pour aider à la compréhension d'un produit. Comment animer avec intention. Donc, moi, je suis Lucas. Je suis développeur et motion designer à Locomotive. Et moi je suis Léo, je suis designer spécialisé en interactive design, donc tout ce qui va toucher aux animations dans le web. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm a soul, selfish person that I know. Here we go, down the rabbit hole. Got a couple carrots around my neck. Self-respect, out of line, you put yourself in check. They don't hit me, they don't hit me though. Life is going around and round and round like a merry-go. Stand for truth, or fall for any old scenario. That's why I keep my circle smaller than a Cheerio. Just the company you keep. Stay woke, please don't get caught sleep. End up, showing what you read. And no so cheap, it goes inside of me, can't take it out of me. No matter where I've been, not where I meant to be. I be shining perfect time and check your watch. And I know who I am no longer lost. Donc voilà, vous venez de voir un peu le panel de ce qu'on travaille à Locomotive en termes d'interaction sur le web. Maintenant, on va vous poser une question. Qu'est-ce qui rend une interface naturelle, rapide, fluide, dynamique? Je pense que vous êtes tous déjà allés sur un site web et que vous avez tous ressenti un peu une surcharge cognitive parce qu'il y avait trop d'animations, il y avait peut-être une expérience 3D qui prenait le pas sur le contenu, sur le produit qu'on voulait vous vendre ou sur le message que vous voulez aller chercher sur ce site web. Mais à l'inverse aussi, vous êtes peut-être déjà allé sur un site web et vous avez ressenti une certaine émotion parce qu'on vous a guidé, parce qu'en fait vous étiez juste spectateur de l'expérience et on vous a amené sur un produit ou un message qu'on voulait vous donner. Avec Lucas, on va vous montrer des notions qu'on utilise dans notre travail tous les jours et qui nous permet de répondre à cette question de comment animer au service de l'utilisateur. Dans un premier temps, on va prendre un step back sur l'interface et on va parler du monde naturel. L'idée, c'est de retranscrire le mouvement naturel dans son interface web. Il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit fluide, limpide. Par exemple, ici, cette danseuse, elle ne va pas faire un mouvement différent. Je veux dire qu'elle ne va pas commencer à faire du breakdance. Ça serait bizarre à l'œil. Et ça, en gros, ça nous met en tant que spectateur. On ne se pose même plus la question de ce qu'elle fait. On est plongé dans ce mouvement et ça devient limpide pour nous. Nous, en tant qu'êtres humains, on s'est toujours adapté notre vie pour créer un outil qui nous permette de répondre à un besoin. Notamment, l'outil qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Et du coup, on a créé un outil qui nous permettait de communiquer, de stocker de la donnée. Mais le problème, c'est qu'au début, les premiers ordinateurs, par exemple le Minitel, c'était très difficile à utiliser. Il y avait cette notion de couche, et par exemple, on devait même coder pour aller accéder au contenu. Il y a une révolution, notamment avec Apple, qui a créé le Mac, mais il y a aussi d'autres concurrents, mais notamment le Mac. Ils ont réussi à créer un outil qui était le prolongement de notre esprit. On se mettait plus de barrière entre nous et l'outil. Et ça, c'était grâce à l'interface, mais aussi à l'interaction. À l'interaction qu'on avait par rapport à cette interface, avec notamment la souris.
avant d'aller trop deep dans le sujet, on va juste prendre un petit moment pour faire une définition un peu très élémentaire de ce qu'est l'animation ou le motion. Donc en fait, c'est le fait de définir les états intermédiaires entre deux états statiques d'un élément. Donc je l'ai paraphrasé là, mais c'est définir tous les éléments qu'il y a entre deux états, un état initial et un état final. On va aller écrire tout ce qu'il y a entre les deux. Et en fait, cette animation elle va s'articuler sous trois composantes essentielles. Donc la première, c'est la transition. Donc je viens de le dire, c'est qu'il y a vraiment un état initial et un état final. Ça peut être plein de choses, ça peut être la position, l'échelle, la taille, la couleur, l'opacité, peu importe, il y a plein de propriétés physiques d'un élément qui vont changer. Mais on va d'abord définir un état initial et un état final. Ensuite, c'est la durée de transition, donc finalement, ça correspond à la vitesse de déplacement, dans notre exemple. C'est là où on va commencer à venir créer tous les états intermédiaires entre les deux extrémités, on va dire. Et la dernière, qui est sans doute la plus importante, c'est la courbe de vitesse, donc les easing. Donc en fait, c'est là où on va donner un peu de la vie et du caractère à notre mouvement. En fait, comme Léo disait, on va essayer de reproduire un peu cette physique et donc donner de la vie à des éléments grâce au easing qu'on va apporter à notre animation. Donc c'est ça, c'est un principe qu'on va vraiment conserver tout au long de notre présentation. C'est vraiment aller chercher à répliquer cette physique naturelle. C'est-à-dire que dans la vie, on est confronté à énormément de motion. Quand on fait tomber un objet, quand une voiture accélère puis ralentit, tout ça c'est du motion dont on est juste habitué à l'œil, on n'y pense même plus, ça paraît naturel. Et en fait, quand on utilise une interface, on doit retrouver cette même mécanique, on doit retrouver cette physique naturelle pour que ça devienne limpide, imperceptible, juste évident. En fait, pour que le support devienne familier et qu'on soit plus surpris, mais que ce soit juste une évidence et on ne doit plus les voir finalement les animations parce qu'elles ressemblent à tout ce qu'on connaît dans le monde réel. On le voit ici avec l'exemple d'iOS qui, autant dans l'animation que dans l'interaction, on va vraiment chercher à créer un miroir entre ce qu'on connaît de la vie de tous les jours et l'interface. Donc là, le fait de tourner une page, c'est un geste. Donc on ne se pose même plus la question, on sait le faire depuis qu'on est tout jeune. Et donc là, c'est pareil avec l'iPad, il n'y a pas besoin de l'expliquer, c'est évident. On sait comment le faire et on n'a pas besoin de forcer pour le retenir, c'est implicite. Si on revient un petit peu plus dans le contexte d'un site web et d'une interface, il y a plusieurs façons de retranscrire cette réalité, cette physique, cette notion de physique. Une des façons de faire, c'est de lier la taille d'un élément à la durée de son déplacement. C'est-à-dire que plus un élément va être grand, là en l'occurrence c'est toute la page qui se déplace, plus son animation doit être lente, plus elle doit prendre du temps. C'est comme si on fait bouger une bouteille d'eau et un crayon, la bouteille d'eau va mettre plus de temps à se mettre en mouvement et à arrêter son mouvement. En fait, il y a une notion d'inertie, il faut qu'on le retrouve dans cette animation-là. Si cette animation-là, on l'avait faite 2 fois plus rapidement, on aurait perdu cette notion de poids qu'ils ont réussi à donner dans cette interface-là. Dans tout le motion qu'on expérience, qu'on ressent dans le monde naturel, parfois les courbes ne sont pas si simples que ça. C'est-à-dire dans le sens où c'est parfois très compliqué de définir une courbe qui va représenter réellement la physique d'un objet. C'est là qu'entre en jeu les spline animation. En fait, c'est au lieu de définir un easing comme on le connaît avec les courbes de Bézier par exemple, voilà, on va plutôt déterminer des propriétés physiques à un élément. Donc une masse, une friction, une raideur. Et donc en fait, après on laisse la physique faire le reste. On définit vraiment des propriétés physiques pour que ce soit le plus proche de la réalité. Apple s'en sert énormément dans son écosystème iOS où on voit vraiment qu'il y a une espèce de rebond et ça donne vraiment de la vie, du caractère à nos éléments. Maintenant, on va passer à l'évolution de l'animation sur le web. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça marche aujourd'hui, mais c'est par rapport à ce qui s'est fait dans le passé et comment on est arrivé sur ce qu'on vit actuellement sur le web. Donc c'est très simple, c'est en 1995, il y a eu les premiers jeux PS1. Heureusement que je n'ai pas connu cette époque, mais
ce jeu PS5 qui s'appelle Wipeout, ça a été un bon exemple parce qu'en gros c'est le premier jeu où un studio britannique a travaillé l'interface de ce jeu vidéo avec intention. Donc il allait créer, ils sont allés ramener de la direction artistique et aussi de l'interactive design dans leur interface. Ça c'était sur le jeu PS1, mais ils ont été pionniers dans cette manière de montrer l'interface. Et beaucoup de designers, de web designers à cette époque-là, s'en ont inspirés pour le mettre sur le web. Là, c'est tout Advanced Studio qui ont utilisé ce système d'interaction pour commencer à le mettre en place dans le web. Car à cette époque, le web, c'était beaucoup de documentation, c'était que du texte. Et ici, en fait, eux, ils ont utilisé le web comme un espace via la technologie Flash. Donc il y a eu beaucoup d'excès à ce moment-là, les sites étaient peu indexés, ça mettait 30 secondes à charger, ils ont cassé les navigations par des navigations non linéaires, il y avait beaucoup de vidéos avec du son, c'était un peu perdu. Malheureusement et heureusement, cette période-là a été arrêtée par Steve Jobs, Apple en général, en 2010, où ils ont décidé d'arrêter cette technologie, et à ce moment-là on était un peu perdu. Et est arrivée l'époque du CSS3, ce langage de programmation, qui a permis aux développeurs d'animer, de faire une animation de transition entre différents objets nativement grâce à un langage. Et en gros, je ne vais pas m'attarder sur cette slide-là, mais ça a été le début des animations dans le web qui étaient performantes et qu'on pouvait utiliser, que tout le monde pouvait utiliser dans le web. 8 ans après, on a toujours eu cette idée d'utiliser l'animation, sauf qu'on allait beaucoup plus loin. Ici, c'est une technologie qui s'appelle le WebGL, donc c'est-à-dire créer des expériences en 3D sur le navigateur. On plonge l'univers on plonge l'utilisateur dans un univers. La technologie prend le pas sur l'expérience utilisateur. Pareil, ça a été aussi une ère d'excès, parce que par exemple, ce site web-là, quand on le testait sur mobile, il y avait écrit tu ne peux pas utiliser ce site web sur mobile, tu es obligé de l'utiliser sur desktop. Donc on ne prenait pas en compte l'utilisateur. Maintenant, 2026, de nos jours, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, grâce à plein d'outils, et notamment l'IA, on peut maîtriser énormément de types de technologies différentes, et du coup, la technologie n'est pas vecteur de notre site web. Au contraire, ça va être le brief et pourquoi l'utilisateur va aller sur ce site web. Qu'est-ce qu'on veut lui donner comme message? Par exemple, c'est un exemple parfait ici, c'est en gros, on voit un site web animé où on est plongé dans une direction artistique et on va nous expliquer le projet au scroll. Et en fait, en termes de technologie, c'est assez simple, c'est du GZAP avec des CSS Animation, et du coup, on est moins dans la technologie, on est plus sur pourquoi on a fait ce site web-là. Maintenant qu'on a vu un peu cette longue introduction sur l'interactive design, on va vous expliquer avec Lucas les petites notions qu'on utilise à Locomotive et qui nous permet d'animer nos sites web tout en restant au service de l'utilisateur. La première notion, c'est animer moins pour animer mieux. Ici, un exemple qui parle de lui-même. En gros, c'est un portfolio d'un designer et en fait, il n'y a aucune animation sur son site à part le clic sur son projet, sur son case study et le clickback qui permet de replacer la slide dans sa galerie. On a une discussion avec Marvin Schwembold, qui est designer lead à Shopify Design Studio, un des leaders dans l'interactive design. Et lui, ce qu'il nous disait, c'est qu'en gros, ce qui était important dans l'interactive design, dans le motion, dans le web, c'est d'aller guider l'utilisateur vers une hiérarchie de contenu, de créer une interface qui est la plus digeste et la plus simple possible pour aller donner le message qu'on veut donner à l'utilisateur. Et en gros, ça c'est un des sites qu'il a créé récemment, qui parle de lui-même, c'est le site web de Collins, une agence de design à New York. Et en fait, il a une manière ils ont travaillé le case study pour avoir une navigation dans le contenu par couche, par hiérarchie. Et en gros, l'animation vient juste révéler cette profondeur de hiérarchie. Et il n'y a pas de suranimation, on vient juste guider l'utilisateur vers le contenu. Ici, ça c'est deux exemples qu'on a fait à Locomotive. Ici, c'est le site de Mathieu Libonnet, où en gros, quand on ouvre le menu, on vient tout simplement griser notre contenu, et du coup, notre œil est directement focus sur nos éléments de menu. C'est pareil un peu à droite, on est sur un site d'architecture avec une grosse vidéo en héros. Quand on ouvre le menu, hop, on cut cette vidéo, et du coup, notre œil il est orienté vers les éléments du menu.
Ça, c'est une notion qui est hyper simple à utiliser, qu'on utilise pas mal, c'est la continuity visuelle. Donc comment on va réussir à avoir cette transition entre les pages d'un site web, entre une différence de contenu? En fait, c'est en gardant un élément. Et ici, on voit qu'en fait, c'est pas nous qui l'avons fait, mais quand on change de page, on a cet élément qui nous permet de guider, et du coup, on n'est pas frustré, il n'y a pas de frustration visuelle, c'est assez simple et limpide d'utiliser ce site web. Un autre principe aussi, c'est un autre problème auquel doit intervenir le motion, c'est le feedback immédiat. Quand dans la vie de tous les jours, on est sans arrêt en train d'utiliser l'interface, que ce soit sur le téléphone, le web, le desktop, peu importe, toutes ces interfaces-là fonctionnent avec les mêmes mécaniques, et en fait, ça crée, à force, intérieurement, ça crée des patterns, des réflexes, des attentes. On s'attend à ce que lorsqu'on clique sur un menu, une modale, un accordéon, on veut que la réponse soit rapide. Et il faut donner ce sentiment de feedback immédiat à une interface. C'est-à-dire qu'il faut pas le faire attendre, il faut tout de suite que la modale s'ouvre. Ici, on le voit, en fait, le menu s'ouvre très très rapidement et se ferme très rapidement aussi. Le but, c'est vraiment de faire comprendre à l'utilisateur que son action est vraiment prise en compte rapidement, pour donner en fait la sensation de réactivité. Dans ce principe-là, le easing est très important. Ici, on voit la même animation à gauche avec un easing linéaire, donc pas de easing finalement, c'est juste l'animation qui se joue de manière linéaire, et à droite, on a un easing de type ease out, donc l'animation démarre très très fort pour ensuite être adoucie. Les deux animations ont la même durée, mais en fait on a l'impression qu'à gauche c'est plus lent, c'est moins performant. Donc vraiment le easing a un gros rôle à jouer dans la perception de la vitesse. On a l'impression que c'est juste plus performant. C'est le device, le support, pardon, l'interface elle est plus réactive grâce au easing, alors que c'est la même durée d'animation. La durée d'animation pour le coup, elle est très importante dans la perception de la performance. Si on a un spinner à gauche qui spin plus vite que celui de droite, on a l'impression que l'interface va charger plus vite. C'est instinctif, on s'en rend pas compte, mais ça envoie comme des stimuli visuels à notre cerveau, et on est juste habitué à ce que si ça va plus vite, si ça tourne plus vite, c'est que ça va plus vite. Donc ça, c'est des mécaniques qu'on peut facilement mettre en place pour finalement fausser la performance d'une interface. C'est même parfois plus important que la performance réelle d'une interface. Because you can doesn't mean you should. Donc ça, c'est très important en motion. On l'a vu tout à l'heure avec l'histoire, les outils ont énormément évolué. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut maintenant en motion, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce qu'on peut. Il faut vraiment se poser la question de savoir si notre animation sert ou dessert le produit. Donc c'est ça, il y a vraiment un vaste champ des possibles désormais, donc restons lucides sur ce qu'on veut faire et l'intention derrière. Un autre point aussi, c'est que quand on réalise une animation, il faut toujours se poser la question de à qui elle s'adresse et où est-ce qu'elle va vivre. Donc il faut s'adapter au contexte. Ici, on a un exemple avec le site d'Apple, que tout le monde connaît. Dès qu'Apple sort un produit, il a deux pages pour un produit. Il a une page marketing qui est vraiment avec beaucoup d'animation, beaucoup de storytelling. Tous les titres sont animés, beaucoup de vidéos au scroll. On vient vraiment plonger l'utilisateur dans l'univers du produit, on vient le séduire. C'est vraiment... il est juste là, spectateur, à scroller, il n'y a presque pas d'interaction. Il vient juste découvrir, il n'a pas de but précis. Tandis qu'à droite, ça y est, il est séduit, on a réussi l'objectif, là on vient le faire acheter. Donc là on va vraiment éviter toute la friction, on enlève tout le motion, ou en tout cas s'il y en a, il est juste fonctionnel et il a pour but de délivrer de l'information le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc si on récapitule un petit peu ce qu'on vient de voir, quand on anime une interface, on va aller viser la simplicité dans le but de clarifier les interfaces. On va aller apporter de la réactivité sans oublier de s'adapter à son contexte. Maintenant qu'on a vu toute cette partie interactive design, on va parler un peu du motion et comment aussi le motion va nous permettre d'être un langage de marque, notamment, ça c'est un peu la petite touche qu'on fait à Locomotive, c'est
c'est qu'on va travailler des briefs. Par exemple, ici, c'est le brief de Longueuil, donc ils voulaient un site pour raconter leur histoire de l'eau à Longueuil, parce qu'il y a beaucoup de problématiques. Et du coup, on a essayé de traiter cette direction artistique avec l'interactive design autour de cette notion de liquide. Et par exemple, là, on parlait beaucoup de vitesse, de mouvement. On voit que la transition de page, à l'inverse de tout ce qu'on a dit, elle est lente. Mais en fait, elle est lente, c'est pour ramener ce côté naturel, ce côté liquide. Et comme ça, on place l'utilisateur en tant que spectateur de cette expérience immersive. Enfin, non, cette expérience immersive. Et là, c'est un site web aussi qui parle de bâtiments. Donc, je pense que les exemples parlent d'eux-mêmes. En gros, le designer vient dynamiser la navigation de son site web de manière très intelligente en fonction de son sujet, par des plans d'architecture qui sont animés au hover. Donc c'est ça, en fait, le motion vient vraiment renforcer l'identité d'un produit et d'une marque. Et au-delà d'être un autre élément essentiel de la tonalité de marque, ça vient aussi susciter de l'émotion. Donc en fait, là par exemple, c'est un site pour un jeu vidéo. Et en fait, on vient créer avec des petits jeux, des petites animations, on vient créer de l'émotion, enfin on va susciter de l'émotion pour créer de l'affection avec le produit et le support. Donc parfois ça peut être implicite. Par exemple, ici, c'est sur YouTube, quand on like une vidéo, on a une petite animation. Et en fait, elle est contextualisée en fonction de la thématique de la vidéo. Mais en fait, ça vient juste envoyer comme une petite dose de dopamine à notre cerveau, où on a juste envie de la revoir. C'est implicite, mais c'est quelque chose qu'on apprécie sans s'en rendre compte, c'est vraiment implicite. Donc c'est ça, c'est vraiment pour susciter de l'émotion au-delà de renforcer l'identité de marque. Il y a énormément d'outils qui permettent de créer des animations, à la fois en design comme en développement. En fait, peu importe, il y en a qui s'en créent toutes les semaines, de plus en plus d'ailleurs, c'est difficile de suivre le rythme. Mais en fait, peu importe l'outil, c'est les résultats qui comptent. En développement, par exemple, on a énormément de façons de faire pour une seule animation. On peut choisir de la faire en JavaScript, en CSS, avec Framer, avec GZAP. En fait, il y a plein de façons de faire. Il faut juste se poser la question de est-ce que la technologie que j'utilise ou est-ce que l'outil que j'utilise, c'est le meilleur moyen d'atteindre mon objectif? Et est-ce que moi, personnellement, je serais suffisamment créatif en utilisant cette technologie-là pour arriver le plus rapidement possible et à mon objectif? Donc il ne faut pas se ruer sur n'importe quel outil trendy. Si vous êtes à l'aise dans After Effects, continuez dans After Effects. Si vous êtes à l'aise à faire en JavaScript, faites en JavaScript. Nous, à Locomotive, on utilise beaucoup le CSS pour plusieurs raisons, mais pour la maintenabilité, la lisibilité, beaucoup d'animations sont faites en CSS en fait. Après, c'est des choix en fonction du site. Si on a un site qui est vraiment avec beaucoup de JavaScript, peut-être qu'une même animation qu'on pourrait faire en CSS, là, on la fera en JavaScript. Difficile de parler d'animation sur le web sans évoquer la performance et l'accessibilité. Forcément, quand on commence à créer des animations sur le web, ça vient impacter grandement la performance, mais il y a plein de petites techniques à connaître qu'on peut utiliser pour limiter l'impact, on va dire. Par exemple, on peut mettre en pause des animations dès qu'elles sortent de l'écran. On peut, quand on fait des animations dans un RAF, on peut les mettre tous dans le même RAF, histoire pour éviter d'en déclarer un pour chaque animation. Il y a plein d'outils qui permettent de monitorer un petit peu, de surveiller ces impacts sur la performance avec les DevTools, notamment Lighthouse. C'est ça, on peut suivre à gauche, en fait, on voit là le frame rendering, si on est toujours bien à 120 fps, etc. Puis si on voit qu'il y a des chutes de frame, on peut vraiment aller investiguer précisément sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Dans le but, il faut vraiment éviter de faire du layout shift et du repainting. Donc c'est ça. Et l'accessibilité, c'est pareil, c'est-à-dire pas parce qu'on anime un titre mot par mot qu'il faut que le titre soit plus accessible. Il faut toujours se poser la question de est-ce que mon site reste accessible, reste navigable avec le clavier? Est-ce qu'il est accessible par un lecteur d'écran? Est-ce que le contraste est suffisant? Donc voilà, toujours l'animation ne vient pas au détriment de la performance et de l'accessibilité. Du moins pas toujours. Bien sûr, c'est difficile de ne pas parler d'IA maintenant dans les conférences. On peut s'aider de l'IA pour améliorer nos animations.
il existe des skills en fait où on va aller donner nos components pour qu'ils les scannent, puis il va aller polish nos animations, review. Il peut nous identifier des problèmes, par exemple d'accessibilité sur le Preferred Reduced Motion ou plein d'autres choses. Donc l'idée c'est vraiment il va pouvoir même harmoniser nos animations en fonction de notre contexte, de tout notre projet. Donc ça peut être vraiment utile dans un contexte de gros projet, si on a beaucoup de composants et qu'on n'est pas le seul développeur sur ce projet-là, c'est important, ça peut être intéressant. Mais en fait, je dirais, pour conclure, le plus important c'est de se faire confiance, parce que si on délègue tout à l'IA, par exemple en termes de l'animation, on va avoir une uniformisation de l'animation sur le web. C'est pas vraiment ce qu'on veut, je pense qu'il faut se faire confiance. Cherchez à mettre votre identité et votre vision dans le motion. Essayez, testez, inspirez-vous de tout et n'importe quoi. Puis en fait, vous allez le sentir quand ça va être juste, parce que si on revient au début de la présentation, l'objectif final, c'est de retrouver cette physique naturelle qu'on a dans le monde. Et lorsque vous aurez la bonne animation avec le bon easing et le bon timing, vous le sentirez. Mais c'est ça, c'est super important de se faire confiance et pas reposer que sur les principes de base de l'animation dictée par l'IA. Merci. Je conseille les petits goodies, c'est fait par Locomotive. S'il y en a qui font le plus de bruit dans la salle, je peux les lancer vers ceux qui lancent le bruit. Mais c'est des casquettes? Ouais. Ah, ça peut bien ça. Ouais, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Là-bas, désolé. Oui. Parlant de l'IA, j'ai remarqué récemment qu'ils ont commencé à cacher leur processus de réflexion avec un petit texte « Je pense » de public avant. Est-ce que c'est pas un peu un recul sur la notion de l'IA? C'est sûr que, c'est marrant, on a eu la discussion hier avec Sacha qui est ici. En fait, le motion va avoir un impact sur la performance, va avoir un rôle dans la perception de la performance, mais aussi dans la perception de la réflexion. Donc, toutes les étapes qu'il essaie de dire, parfois c'était fake, c'est juste pour dire je suis en train de réfléchir. Et je ne vais pas te donner une réponse dans l'instantané qui va peut-être paraître pas justifiée. Donc je pense que si maintenant il cache les réponses, c'est peut-être plus pour éviter le bullshit aussi. Je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que du coup, c'est comme c'est une technologie qui est hyper rapide, là tu as l'impression de parler à un humain. Tu dis, ah ok, en fait je parle à quelqu'un de vrai, tu vois, ça te met une certaine émotion en toi et tu te dis, ah ok, mais peut-être qu'il réfléchit, c'est parce que c'est peut-être intéressant ce que je lui dis, ou il va recevoir ce feedback. Alors c'est complètement fake, c'est fake, mais c'est créer une émotion, en fait, ça te parle à toi, tu te dis, ah je parle à quelqu'un en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok, parfait. On peut parler avec les deux après. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup à vous.